Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, pour cette revue de presse du PRCF du 16 au 22 octobre 2023, voici donc les principaux faits marquants qui, une nouvelle fois, ne sont pas très réjouissants, il est vrai, et sont en lien avec essentiellement ce qui se passe au Proche-Orient, mais pas seulement, nous le verrons. En tout cas, c'est le cas de l'événement de la semaine, puisque l'événement de la semaine, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est le fait que le Conseil d'État s'oppose à l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes dans une décision qui a été rendue le mercredi 18 octobre 2023. C'est un véritable désaveu, un terrible désaveu pour le gouvernement et en particulier pour Gérald Darmanin, dont nous redirons plusieurs mots par la suite. En effet, le Conseil d'État rappelle qu'il appartient au seul préfet d'apprécier s'il y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l'ordre public. Et le Conseil d'État ajoute qu'aucune interdiction ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme, on dira de quel télégramme il s'agit, ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. En l'occurrence, le fameux télégramme dont il est question dans cette décision émane de Gérald Darmanin, un soutien inconditionnel d'Israël, puisqu'il a souhaité interdire tout rassemblement en soutien au peuple palestinien. La conséquence de cette décision du Conseil d'État, c'est que le jeudi 19 octobre, place de la République à Paris a pu se tenir un rassemblement en soutien au peuple palestinien, et d'ailleurs des camarades du pôle de Renaissance communiste en France y participaient fort logiquement. Bref, Darmanin a de nouveau été désavoué et, pour faire contre mauvaise fortune beau au cœur, a indiqué espérer de tout cœur que cette manifestation, celle du jeudi 19 octobre, sera pour la Palestine et pas pour une haine pour les Juifs. Bref, vous avez ici une série de désaveux qui ne doit cependant pas faire oublier malgré tout que les interdictions sont toujours légion, à l'image de celle en faveur de Georges Ibrahim Abdallah qui était programmée ce samedi 21 octobre 2023 à Lannemezan, comme chaque année. Georges Ibrahim Abdallah, qui, faut-il le rappeler, est le plus vieux prisonnier politique en Europe depuis 1984. Et donc ce rassemblement auquel participe le PRCF chaque année a été interdit. Et là encore, nous, PRCF, apportons tout notre soutien au collectif 65 pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui conteste, le collectif, conteste devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral d'interdiction de la manifestation du 21 octobre 2023. C'est d'autant plus logique que de toute façon le PRCF est engagé dans le combat en soutien et pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et par ailleurs, le PRCF participera bien entendu à tous les rassemblements de soutien au peuple palestinien avec les mesures de prudence nécessaires. Parce qu'il faut rappeler qu'au-delà de la question palestinienne, ce qui est en jeu également, c'est la liberté d'expression dans notre pays, qui est menacée d'éradication pure et simple par la fascisation. Une fascisation que le PRCF a malheureusement été souvent trop seul à dénoncer et à combattre depuis des années. Et une fascisation que porte le Macronat, qui est tout sauf un barrage antifasciste, on ne le répétera jamais assez, parce qu'il paraît que Macron était un barrage antifasciste, comme l'avaient affirmé des progressistes appelant à voter pour lui au second tour des élections présidentielles de 2017 et de 2022 contre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est parce que la liberté d'expression est en danger que, ce mercredi 18 octobre, le PRCF a également publié une lettre ouverte aux amis de la liberté d'expression, du pluralisme démocratique et du droit des peuples à la paix et à l'indépendance nationale. C'est une lettre que nous invitons bien sûr à diffuser massivement en vue d'actions communes et que le PRCF va diffuser massivement via ses militants. Le chiffre de la semaine à présent, 13. 13, c'est-à-dire ce qui correspond en fait au 13e usage de l'article 49.3 par le gouvernement Borne depuis que celle-ci a été nommée Première ministre en mai 2022. On n'est pas loin d'un usage mensuel depuis sa nomination. Et cette fois-ci, c'est pour faire passer en force le budget 2024 qui prévoit, rappelons-le, 16 milliards d'euros d'économies, comprenez de coupes dans les investissements dans les services publics, comme le signale très bien France Info. C'est un sujet que nous avions d'ailleurs déjà évoqué dans une revue de presse précédente. Et sans surprise, une fois de plus, aucune majorité législative n'a pu se dégager pour adopter ce budget 2024, du fait à la fois des plus de 1500 amendements déposés par les LR, faut-il le signaler, et puis généralement de plus de 5000 amendements qui ont été déposés,
la plupart ayant été déposés d'ailleurs par la NUPES. Ce qui est intéressant avec cet article 49.3, c'est qu'il a été utilisé alors, avant même l'analyse de l'article linéaire du projet de budget. Quitte à gagner du temps, autant empêcher toute discussion avant même que celle-ci démarre, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est ce qui a fait dire à la députée PS Christine Pires-Beaune, le gouvernement innove même en matière de 49.3. Afin de conclure la séquence, deux motions ont été déposées, deux motions de censure, l'une émanant de la France insoumise, l'autre du prétendu Rassemblement national. Bien entendu, ces motions de censure ont été rejetées sans surprise puisque les LR ont, comme à leur habitude, décidé d'appuyer la Macronie. Il faut noter que, malgré tout, dans ce budget, la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale a décidé de ne pas acter la suppression initialement programmée et adoptée par le Sénat de 1709 postes du premier degré et de 481 postes équivalents temps plein dans le secondaire, en ce qui concerne l'éducation nationale. Démontrant au passage la tartufferie que représente le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, véritable voix de son maître en pleine opération de propagande pour faire croire que tout à coup, jamais le gouvernement n'a autant investi dans l'éducation nationale. Au sujet de ce nouvel épisode tragicomique dans le fond, trois faits sont à signaler. D'abord, les attaques du député LFI Éric Coquerel contre le vestige autoritaire d'une Ve République dépassée et dysfonctionnelle, irrespectueuse des pouvoirs du Parlement. Cela étant, tout cela ne date pas de 2023. Deuxième fait intéressant, le fait qu'en plein déchirement de la NUPES, 14 écologistes et 14 communistes ont signé le texte de la motion LFI, mais pas leur chef de file, Cyrielle Châtelain, EELV, et André Chassaigne, ni d'ailleurs le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Et de préciser qu'aucun socialiste n'a apposé sa signature. En tout cas, tout ceci est logique puisque le prétendu communiste Fabien Roussel cherche déjà à préparer sa nouvelle NUPES, autour de lui bien entendu, et certainement avec des accents réactionnaires puisqu'il devrait pouvoir s'entendre entre autres avec Bernard Cazeneuve. Enfin, et peut-être surtout, ce qui n'est pas suffisamment dit, rappelons que ce budget applique les injonctions de l'UE du capital, pour que le déficit budgétaire de la France soit progressivement ramené à moins de 3% du PIB d'ici 2027, comme nous l'avions d'ailleurs déjà signalé dans une précédente revue de presse. Bien entendu, cela n'empêchera pas la gauche établie, avec toutes ses composantes de la NUPES entre autres, d'appeler à la mobilisation pour le scrutin européiste de juin 2024 pour élire des pseudo-députés avalisant de fait les directives et autres recommandations qui pourtant détruisent toujours davantage les conquêtes sociales, les services publics, les libertés démocratiques et plus généralement la République unie et indivisible et la France même. L'image de la semaine, eh bien, c'est cet homme, ou plutôt ce camarade, Jean-Paul Deleschaux, point levé devant le commissariat de Lille. Jean-Paul Deleschaux est désormais célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a été interpellé par le régime macronien vendredi 20 octobre 2023 à 6 h du matin à son domicile comme un vulgaire délinquant qu'il n'est pas d'ailleurs. Motif, apologie du terrorisme. La raison d'une telle accusation? Eh bien, l'union départementale de la CGT du Nord, à la tête de laquelle se trouve donc Jean-Paul Deleschaux, qui au passage a été relâché au bout de quelques heures, et pour cause. Eh bien, cette UD a publié un communiqué par rapport à la situation actuelle au Proche-Orient, dont le contenu est jugé, pourrait-on dire, inapproprié par le pouvoir macronien. En somme, une nouvelle attaque absolument inacceptable contre un syndicaliste de combat, que le PRCF a immédiatement condamné, une attaque que le PRCF a immédiatement condamnée dans un communiqué, et nous apportons tout notre soutien, non seulement à Jean-Paul Deleschaux, mais aussi à l'ensemble des camarades syndicalistes de la CGT du Nord. Et de toute la CGT, parce que il faut bien avoir en tête que c'est une attaque en règle qui est menée contre les syndicalistes de combat. Darmanin, d'ailleurs, n'a de toute évidence pas lu le communiqué du 13 octobre dernier de la part de l'UD du CGT du Nord, qui pourtant déclarait profondément pacifiste, l'Union départementale des syndicats CGT du Nord condamne les crimes commis envers les populations et s'incline devant toutes les victimes civiles. C'est pourquoi l'Union départementale des syndicats CGT du Nord s'étonne de l'interdiction sur tout le territoire national des manifestations de soutien au peuple palestinien. Elle s'inquiète de la dérive autoritaire et fascisante d'un gouvernement qui restreint de plus en plus les libertés publiques et rogne les droits démocratiques des citoyens. Et rappelle que manifester est un droit. Disons que pour la Macronie, l'occasion en fait est belle de poursuivre sa répression fascisante envers toutes les forces progressistes et pacifiques.
et en ciblant de plus en plus spécifiquement les syndicalistes de combat. Rappelons que Sébastien Ménesplier, qui est le secrétaire de la Fédération nationale des mines et énergies, FNME de la CGT, et également membre du bureau confédéral de la CGT, a été interpellé le 6 septembre dernier, parce qu'il s'était opposé farouchement à la contre-réforme des retraites, ce que le PRCF avait déjà fermement condamné, à savoir cette interpellation de Sébastien Ménesplier. C'est d'ailleurs à se demander, dans le fond, ce qu'il faut de plus aux états-majors confédéraux des syndicats pour mener une vraie lutte des classes, et non continuer à participer à des conférences sociales ou dialogues sociaux bidons, plutôt que propose la Macronie à chaque reprise. Bien. À présent, la personnalité de la semaine, eh bien, c'est Gérald Darmanin, qui, au-delà de son désaveu par le Conseil d'État, s'est signalé par cette déclaration au sujet de la situation au Proche-Orient. Elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent, pas par conviction, mais par calcul électoral. D'habitude mesurée, Olivier Faure, le secrétaire national du Parti socialiste, a aussitôt répliqué en expliquant que ce parallèle est une double faute. C'est une instrumentalisation odieuse de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme. C'est une banalisation de l'antisémitisme qui a conduit à l'extermination de 6 millions de juifs. Bon, de toute façon, il est certain que, si vous voulez, Gérald Darmanin, dont la culture historique est proche du néant, ignore qu'une partie non négligeable de la police nationale a participé à l'arrestation et à la déportation de plus de 75 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelons d'ailleurs que la police nationale avait été créée par le régime de Vichy. En outre, avec ce parallèle, Darmanin essentialise nos compatriotes et les étrangers de confession juive, comme si finalement ceux-ci ne pouvaient pas manifester contre l'eurocasse sociale géante qui frappe notre pays, et dès lors potentiellement se confronter à la police nationale. Bon, rien ne surprend plus de la part de l'ambitieux et arriviste ministre de l'Intérieur, qui espère en fait refaire le coup de son mentor Nicolas Sarkozy en 2027, en parlant le même langage et en pratiquant la politique exigée par l'extrême droite le péno-zémouriste. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le même Darmanin a accusé le Ballon d'Or de football 2022, Karim Benzema, d'être un proxy de l'islam radical proche des frères musulmans. Et d'ailleurs, il l'a invité à pleurer la mort de l'enseignant Dominique Bernard, une mort abjecte et inacceptable, comme l'a clairement d'ailleurs affirmé le PRCF très rapidement dans un communiqué, tout en pointant l'ensemble des responsabilités, dont celle du Macronat, donc forcément Gérald Darmanin, et de l'extrême droite qui sont autant obscurantistes que les forces islamistes assassines. Karim Benzema d'ailleurs a porté plainte pour injure publique contre un ministre qui, selon le journaliste du Point Serge Raffi, a mené une enquête bâclée et sans doute commis son premier faux pas en accusant ainsi Karim Benzema. La déclaration de la semaine, eh bien, elle est signée Shlomo Sand, historien et professeur à l'université de Tel Aviv, qui s'est fait connaître pour son ouvrage Comment le peuple juif fut inventé. C'est un ouvrage qui a d'ailleurs obtenu le prix Aujourd'hui en 2009 et qui a même reçu les louanges de l'ancien éditorialiste Jacques Julliard, décédé en septembre dernier. Puisque Shlomo Sand a affirmé dans l'Humanité, vendredi 20 octobre, « J'ai été choqué au début par l'agression horrible du Hamas. Condamner le Hamas, il faut le faire. Ma critique profonde à l'égard de ce mouvement, au-delà de la violence, c'est son programme politique. Un programme politique que d'ailleurs fustigeait déjà Lénine en son temps en 1920. Ce programme, le Hamas ne cherche pas le compromis avec les Israéliens. Mais en tant que grand adepte de Gillo Pontecorvo et de son film La bataille d'Alger, me sont revenus les propos adossés à un militaire français par un militant du FLN, considéré alors comme terroriste. Si nous avions vos chars et vos avions, nous n'aurions pas commis d'actes de terreur avec les bombes dans nos couffins. Ma position, celle de, précision de Shlomo Sand, ma position est de ne pas isoler cette violence du cadre général politique et historique qui l'a fait naître. Eh bien, cette dernière phrase est essentielle, tant la propagande euro-atlantique et pro-israélienne de la Macronie est à son summum, conformément d'ailleurs à l'annonce de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui, le 10 octobre dernier, affirmait au nom de la France notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel à Israël.
Dans le fond, Shlomo Sand tient une position de bon sens que n'importe quel militant pacifique, et même humaniste tout simplement, ne saurait renier. Bon, sauf bien entendu les forces pro-israéliennes qui donnent carte blanche à Israël pour massacrer les Palestiniens à Gaza, et au-delà en Cisjordanie. Puisqu'en Cisjordanie, on en parle très peu, mais désormais, selon Le Monde, les colons israéliens accélèrent le dépeuplement de collines de Cisjordanie. C'est même pas la peine de parler de Jérusalem ou du Golan, soit dit en passant. Et toujours selon Le Monde, dans un autre article, eh bien, il est précisé que l'armée israélienne attaque les camps, oui, les camps, hein, on parle bien de camps de réfugiés palestiniens, comme celui de Nour Shams, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et c'est que signale donc une fois de plus le complotiste journal Le Monde le 20 octobre 2022, avec des exactions et des massacres vis-à-vis de la population. Que dire si ce n'est que la voix de Shlomo Sand est une voix réaliste, qui existe comme d'autres en Israël, comme celle du Maki, le parti communiste israélien, de Hadash, ou du maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, qui, rappelons-le, en décembre 2022, dénonçait un Netanyahou qui conduisait Israël vers une théocratie fasciste, ce que d'ailleurs une précédente revue de presse avait signalé. L'infolute de la semaine à présent, on change un petit peu de thématique, c'est la mobilisation, mardi 17 octobre, de plus de 600 travailleurs sans papier, qui ont enclenché un mouvement de grève coordonné dans 33 entreprises d'Île-de-France pour dénoncer leur surexploitation et pour réclamer leur régularisation, le tout avec le soutien de la CGT. Cette mobilisation a déjà payé, puisque comme le précise la CGT dans son communiqué, depuis mardi, près de 620 grévistes ont obtenu un CERFA, formule de demande d'autorisation de travail, première étape pour signer un contrat de travail et garantir leurs droits. La mobilisation se poursuit pour obtenir des garanties pour les 30 dossiers toujours en cours. C'est un vrai rayon de soleil humaniste dans ce ciel réactionnaire très morose. Et c'est surtout une bonne nouvelle pour tous les travailleurs sans papier qui se battent partout en France. On pense en particulier aux travailleurs sans papier d'Emmaüs, en lutte dans de nombreuses communes dans le département du Nord, et à commencer par la commune de Saint-André-l'Église, où depuis début juillet dernier, donc vous voyez, on est déjà à pratiquement 4 mois de lutte, 21 sans-papiers sont en grève pour dénoncer les rythmes de travail et les conditions de vie dégradantes qu'ils et elles disent avoir subies pendant des années. C'est pas seulement qu'ils disent ou elles disent avoir subi, elles ont subi. Contre un logement et la promesse d'une régularisation. Notons d'ailleurs que la CGT du Nord, accusée d'apologie du terrorisme, est en pointe de ce combat auprès des travailleurs sans papier. Il est intéressant de constater que les travailleurs sans papier, justement, dressent de plus en plus la tête contre les exploiteurs. Comme c'est le cas d'ailleurs depuis de nombreuses années en Île-de-France, de la part de travailleurs sans papier exploités chez Chronopost, chez RSI ou chez DPD. Des travailleurs auprès desquels se bat le PRCF pour la défense de leurs droits et pour l'obtention d'une régularisation totale. Et d'ailleurs, des représentants étaient intervenus à l'occasion de la 6e conférence nationale du PRCF pour apporter le témoignage de leur combat et surtout pour recevoir une nouvelle fois le soutien plein et entier du PRCF. En tout cas, une belle dose d'espoir pour les travailleurs, avec ou plus encore sans papier. L'UE au quotidien, à présent, c'est cette pétition de fonctionnaires de l'Union européenne contre Ursula von der Leyen, leur patronne en quelque sorte, la présidente de la Commission européenne, parce que celle-ci apporte un soutien incontrôlé à Israël selon les pétitionnaires. Comme l'indique Marianne, la chose est suffisamment rare pour être signalée. Les fonctionnaires n'ont pas l'habitude de pétitionner contre le pouvoir en place. Quel est alors l'objet de la révolte ? Rien de moins que la position de la présidente de la Commission européenne sur le conflit qui fait rage entre le Hamas et Israël, et son déplacement dans l'État hébreu, où elle s'est invitée le vendredi 13 octobre sans prévenir les capitales européennes, et où elle a estimé devant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, rappelons-le, est un fasciste notoire, ça on le sait, que son pays avait le droit et même le devoir de défendre et de protéger sa population. Bon, ces déclarations ne sont pas étonnantes, tant Ursula von der Leyen représente l'ordre rétabli atlantique dans toute son infâme splendeur, c'est-à-dire celle de l'hégémonisme qui écrase les travailleurs et les peuples souverains. Là, rien d'étonnant non plus, dans la mesure où, depuis juin 2000,
Un accord d'association qui est rentré en vigueur à cette date-là, justement, prévoit des échanges commerciaux approfondis et démultipliés dans un cadre de libre-échange entre l'UE et Israël, notamment dans les domaines agricoles et industriels, en particulier certainement les technologies qui peuvent être utiles sur un plan militaire. Tandis que l'offensive russe en Ukraine, au passage, a poussé l'UE à se rapprocher davantage d'Israël pour accroître ses importations de gaz, pompées d'ailleurs depuis l'est de la Méditerranée, quitte à ce que cela crée des tensions avec les pays voisins comme l'Égypte ou Chypre, ou même la Turquie. En tout cas, cette prise de position d'Ursula von der Leyen, tout comme celle des dirigeants euro-atlantiques qui soutiennent inconditionnellement Israël, passe mal même parmi les fonctionnaires de l'UE, qui exigent une position plus équilibrée. Ils peuvent toujours rêver, hein. Mais signalons que même les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont recadré publiquement Ursula von der Leyen le mardi 17 octobre, en précisant qu'Israël doit respecter le droit international. Là encore, on peut toujours rêver, hein, depuis 75 ans, on ne l'a pas vraiment vu, et tout en promouvant une solution à deux États. Mais bon, à part cela, il paraît que le scrutin européiste de juin 2024 devra permettre de changer la donne en faveur des travailleurs de tous les pays, et notamment de ceux de France. On peut toujours rêver là encore. L'actualité idéologique et culturelle, pour finir, eh bien, il s'agit de la nomination de l'écrivain Franck Ferrand au poste de directeur éditorial du magazine Historia, qui a été récemment racheté par LVMH, ce qui a causé d'ailleurs la colère de ses collaborateurs, dont certains ont démissionné, comme l'historien Olivier Coquard ou le vidéaste Benjamin Briot, alias Nota Bene. C'est ce que rapporte en tout cas France 3 Centre-Val de Loire dans son éditorial du mercredi 18 octobre. Nota Bene, qui a quitté la revue, il y a quelques mois d'ailleurs, précise qu'il apporte son soutien à Olivier Coquard et à tous les historiens qui refusent la désinformation et la montée des réactionnaires. Bon, c'est dit et ça se voit sur son compte Twitter. Il est vrai que Franck Ferrand, qui n'est pas reconnu comme un historien par la communauté scientifique, se distingue déjà depuis un moment dans Valeurs Actuelles, qu'il a rejoint début 2021, et sur CNews, où il anime l'émission La Belle Histoire de France, qui, selon l'Obs, instrumentalise l'histoire à des fins idéologiques et brode sans fin sur le roman national. Et l'Obs d'ajouter qu'avant cela, Franck Ferrand avait écrit en 2008 Histoire interdite, révélations sur l'histoire de France, aux éditions Talendier, avec effectivement des révélations qui avaient sidéré plus d'un historien, tant il s'y faisait le porte-parole de thèses marginales et non étayées scientifiquement. Bon, ce qui se passe n'est en réalité pas tant nouveau que ça chez Historien, parce que on oublie que cette revue avait publié en septembre 2011 un numéro avec un dossier intitulé Robespierre, le psychopathe légaliste. Ce numéro avait d'ailleurs entraîné la rédaction et la publication d'une lettre ouverte à la rédaction d'Historia, signée Jacqueline Grimaud, une historienne qui est intervenue en mars dernier lors d'un café marxiste pour montrer comment Robespierre était tout sauf un terroriste, mot très à la mode et que l'on utilise y compris pour désigner Robespierre, dans le camp réactionnaire naturellement. Cet entretien que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube du café marxiste. En tout cas, si c'est rassurant de constater que des historiens et des journalistes refusent de travailler pour cette revue qui dérive vers la réaction, force est de constater que l'offensive réactionnaire dans les médias au nom de la guerre pour l'hégémonie culturelle se poursuit, même si, comme nous l'avons dit, de plus en plus de voix s'élèvent pour refuser, pour protester contre cette OPA. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, que vous ne devez surtout pas hésiter, bien entendu, à diffuser, à partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Plus que jamais, pessimisme de l'intelligence, certes, mais optimisme de la volonté, parce que, encore une fois, cette vidéo a démontré que le PRCF est présent dans tous les combats. Lutte syndicale, politique, internationale, bataille pour l'hégémonie culturelle, et plus que jamais, camarades, l'optimisme de la volonté pousse à rejoindre le PRCF pour poursuivre le combat.